Bonsoir à tous, merci d'être ici ce soir pour la reprise de notre saison des conférences de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc ce soir, nous recevons donc notre collègue Anthony Boccaletti. Donc Anthony, il est chercheur à l'Observatoire de Paris à Meudon. Donc Anthony est un spécialiste des exoplanètes et des disques circumstellaires, des objets qu'il observe, en développement, en participant au développement d'instruments en imagerie directe, à haute résolution angulaire, en utilisant de la coronographie, des choses comme ça, dont il va nous parler ce soir. Pour son parcours, donc, Anthony a soutenu sa thèse en 1999, c'est ça? Oui. Une thèse qu'il a préparée donc, entre Paris, Nice, l'Observatoire d'Haute-Provence, le Collège de France, en plein d'endroits différents. Par la suite, il allait travailler à Caltech aux États-Unis, puis de nouveau en Île-de-France, au Collège de France. Et puis, donc, il est chercheur, comme je vous l'ai dit, à l'Observatoire de Paris depuis 2003. Et donc ce soir, il va nous présenter une conférence sur notamment les résultats obtenus avec SPHERE, un instrument donc, au Very Large Telescope au Chili, et puis donc, les résultats qui ont pu être obtenus sur les exoplanètes et les disques circumstellaires. Donc je t'en prie, Anthony. Ok, alors bonsoir. Donc effectivement, je vais vous parler d'exoplanètes et de disques, et surtout d'une des techniques, une des multiples techniques qu'on utilise pour les détecter, ces exoplanètes, qui est l'imagerie directe. Et notamment, je présenterai des résultats de l'instrument SPHERE. Alors en fait, c'est une présentation qui va mêler un petit peu des aspects instrumentaux avec les développements de ces techniques et des aspects résultats astrophysiques. Alors donc, je vous propose de suivre un petit peu ce plan. Après une petite introduction, je parlerai de la problématique de l'imagerie directe, quelles sont les limitations de cette technique et les problèmes auxquels on doit faire face. Je parlerai ensuite des premiers résultats qui ont été obtenus dans les années 2005-2010, avant l'arrivée de l'instrument SPHERE au VLT, et après je parlerai plus précisément de cet instrument-là, SPHERE au VLT, avec les premiers résultats, et notamment des résultats sur les exoplanètes, mais aussi sur les disques circumstellaires. Et puis je terminerai donc par le futur en fait, de cette technique et les futurs projets qui sont prévus pour détecter des exoplanètes beaucoup plus faibles que celles qu'on détecte aujourd'hui. Alors donc pour commencer, je pensais que c'était important de juste donner quelques définitions en fait, surtout des unités en fait, qui vont être utilisées, qui sont souvent utilisées quand on parle de l'imagerie de systèmes extrasolaires. D'abord l'unité astronomique qui est la distance entre la Terre et le Soleil, qui vaut à peu près 150 millions de kilomètres, et autant on utilise ça dans le système solaire, on va aussi utiliser cette unité-là quand on va parler des distances dans les systèmes exoplanétaires. Ensuite, les distances des étoiles, on va les donner en parsec, qui est définie comme ici c'est indiqué, c'est-à-dire que c'est la distance à laquelle il faut placer un segment d'une unité astronomique pour le voir sous un angle d'une arc-seconde. On n'utilise pas du tout l'année-lumière en réalité pour donner les distances des étoiles, tout simplement parce que grâce à cette définition, on a une conversion directe en fait, entre ce qu'on observe en astronomie, qui sont des angles sur le ciel, qui sont donnés en arc-seconde, avec les distances dans un système exoplanétaire qui sont en unités astronomiques. Donc quand on divise des distances en unités astronomiques par des parsecs, on a directement des arcs-secondes, et c'est ça qui est en fait la mesure qu'on va observer directement en imagerie. Aussi, c'est important de donner à peu près la masse des planètes dont on va parler. On parlera de masse de Jupiter, qui est à peu près 1/1000 de la masse du Soleil, qui vaut à peu près 300 fois celle de la Terre. On va parler aussi de taille de ces planètes, donc le rayon de Jupiter qui vaut 1/10 du rayon solaire et qui vaut à peu près aussi 11 fois le rayon de la Terre. Donc voilà pour quelques définitions. Et avant de parler d'exoplanètes, en fait, on peut aussi se poser la question de savoir ce que c'est qu'une planète. Et en réalité, planète, ça vient du grec, ça veut dire astre errant. Donc les Grecs avaient déjà repéré que ces astres-là se déplaçaient sur la voûte céleste, et donc c'est le nom qui vient en fait de ce phénomène-là. Alors, on a une définition un peu plus physique qui vient de l'Union internationale astronomique depuis 2006. Une planète dans le système solaire, c'est un corps qui est en orbite autour du Soleil, qui a une masse suffisante pour avoir une forme à peu près sphérique, qui a fait la place nette autour d'elle. Ça veut dire qu'elle domine son environnement par sa gravité, et aussi, ce n'est pas le satellite d'une autre planète. Et tous les autres objets qui ne rentrent pas dans cette définition, qui n'est pas forcément très très précise, d'ailleurs, sont des petits corps ou des planètes naines. Et c'est d'ailleurs cette définition qui a emmené Pluton à être
déclassifier, on va dire, du rang de planètes au rang de petites planètes, de petits corps. En réalité, depuis que ça c'était en 2006, mais depuis que 2015 que la sonde New Horizons est passée devant Pluton, on a pu voir la surface de Pluton avec des détails inégalés, et on s'est rendu compte que c'était une planète qui avait une géologie en fait très importante, très active, et là je l'ai mis exprès à la même échelle que Mars, juste pour se rendre compte que finalement les définitions, c'est pas toujours très facile à comprendre, parce que finalement, si on voit Pluton, si on voit la surface de Pluton, ça fait penser à une planète qui ressemblerait à Mars. Alors, puisqu'on est dans les définitions, une planète, c'est aussi un objet qui a une certaine masse, et là, on voit une sorte de continuum de masse, et donc la masse limite, en dessous de laquelle on ne peut plus faire démarrer des réactions nucléaires, c'est à peu près 13 fois la masse de Jupiter. Et donc c'est cette masse-là qui fait la distinction entre les planètes géantes et les naines brunes, qui sont les plus petites étoiles, les moins massives qu'on connaisse. Et en réalité, cette frontière-là aussi est très floue. C'est quelque chose qui est purement théorique, mais de façon observationnelle, on a des planètes, par exemple, comme Corot Exo 3b, qui a une masse de 21 fois la masse de Jupiter, donc il y a plutôt une masse dans la gamme des naines brunes. Et puis inversement, on connaît aussi des étoiles dont je ne dirai pas le nom parce qu'il est trop compliqué, mais qui ont des températures extrêmement faibles, 370 Kelvin. La Terre, c'est 300 Kelvin, donc c'est une étoile extrêmement faible, et qui aurait une masse entre 6 et 15 fois la masse de Jupiter, donc plutôt dans la gamme des planètes. Donc finalement, toutes ces définitions, elles ne sont pas super précises quand on les compare en fait à ce qu'on a du point de vue observationnel. Alors pendant très longtemps, en fait, tout ce qu'on connaissait des systèmes exoplanétaires était basé sur le système solaire avec les planètes telluriques qui étaient les plus près du Soleil, et puis ensuite, à partir d'une certaine distance, des planètes gazeuses. En réalité, aujourd'hui, on connaît plus de 3000 systèmes, de plus de 3000 planètes, et il n'y a aucun système en fait qui ressemble à ça. Et donc le système solaire n'est pas du tout quelque chose d'universel, c'est quelque chose d'un peu presque particulier, on va dire, puisque pour l'instant, on n'a pas encore été vraiment capable de trouver un système qui ressemblait au système solaire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire qu'on n'est pas encore capable de détecter ce genre de système-là. Alors maintenant, pourquoi justement on va chercher à étudier les exoplanètes ? Parce que justement, pendant longtemps, donc, notre connaissance était basée sur uniquement un objet, c'est-à-dire le système solaire. Et ce qu'on va chercher à étudier, c'est évidemment avoir une idée des types de planètes qu'on va rencontrer. Et on va voir qu'il existe plusieurs types de planètes qui ne sont pas présentes dans le système solaire. On va chercher aussi à connaître leurs propriétés, par exemple leur composition atmosphérique. On va aussi chercher à comprendre comment se forment ces planètes et de quelle façon elles évoluent dans le temps. Et puis, une des questions, évidemment, qui est toujours rattachée aux exoplanètes, c'est les conditions d'apparition de la vie. J'en parlerai pas du tout, parce que c'est quelque chose qui, même si on y pense, c'est quelque chose qu'on envisage à relativement très très long terme. Alors, aujourd'hui, on connaît 3600 et des poussières exoplanètes, voilà, 3660, ça c'était au 1er septembre, je ne sais pas s'il y en a eu depuis. Et en fait, ce taux de découverte ici, si on regarde la fréquence en fonction de la date de découverte, augmente très très rapidement, presque de façon exponentielle, en particulier grâce au satellite Kepler qui a détecté un très très grand nombre, plusieurs milliers de planètes. Donc on a vraiment une progression extrêmement rapide. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on regarde en fonction de la date de découverte la masse des objets qu'on a découverts, bien, cette masse-là, elle diminue avec le temps. Donc on est capable de trouver des planètes de plus en plus petites avec le temps. Et même, on est capable d'atteindre en fait, des objets qui font la masse de la Terre. Donc aujourd'hui, on connaît déjà plusieurs planètes qui ont des masses comparables à celles de la Terre, voire même des masses plus petites. Et en fait, donc, tous ces premiers résultats en exoplanètes depuis 1995, depuis la découverte de la première planète 51 Peg B, ont permis de montrer qu'il existait des catégories de planètes qui ne sont pas du tout présentes dans le système solaire. Et les premières qu'on a détectées, par exemple, c'est ce qu'on appelle les Jupiter chauds, qui sont des planètes qui sont à peu près de la taille de Jupiter, en 0,5 masse de Jupiter, 0,6 masse de Jupiter, mais qui sont situées à des distances de 0,05 unités astronomiques, c'est-à-dire 100 fois plus près que Jupiter ne l'est du Soleil. Donc elles sont dans un environnement extrêmement particulier, et on pense que certaines d'ailleurs sont même en évaporation, tellement elles sont proches de leur étoile, elles reçoivent un flux de l'étoile qui est très très élevé. Alors on voit deux exemples, donc 51 Peg B qui a été détecté par une méthode qu'on appelle vitesse radiale,
Ici, HD 209 458b aussi, et voilà, c'est parmi les deux les plus connus, on va dire, qui a été détecté par une autre méthode qu'on appelle les transits. Il y a d'autres catégories de planètes, comme les super-Terres, qui à nouveau sont absentes du système solaire. Dans le système solaire, la plus grosse des planètes, tellurique, c'est la Terre. Et en fait, il existe des planètes qui font, là on voit 4 fois la masse de la Terre, presque 11 fois la masse de la Terre. Et à nouveau, deux exemples, un détecté par vitesse radiale et un autre détecté par transit, ici notamment avec le satellite COROT, qui est une des premières super-Terres découvertes, il me semble. Et regardez la période ici de cette planète, elle fait le tour de son étoile en moins d'une journée. Donc l'année sur cette planète dure moins d'une journée terrestre. Donc c'est vraiment des cas très très spécifiques qu'on ne rencontre pas du tout dans le système solaire. Le satellite Kepler aussi a mis en évidence un très grand nombre de petites planètes entre la taille de la Terre et quelquefois la taille de la Terre, c'est-à-dire la taille de Neptune environ. Et on appelle ça des mini-Neptunes. Et pour ces planètes-là, en fait, c'est très important de mesurer non pas seulement la masse, mais également le rayon. On le voit ici dans ce diagramme qui donne le rayon en fonction de la masse. On a par exemple une planète Kepler 11b et celle-ci qui s'appelle Kepler 11f, qui ont la même masse, mais pas du tout le même rayon. Donc dans un cas, il s'agit probablement, a priori, d'une planète plutôt tellurique, et dans un autre cas, il s'agit plutôt d'une planète de type gazeuse. D'où l'importance de mesurer un certain nombre de paramètres pour connaître vraiment à quel type de planète on a affaire. Et puis en imagerie, on va parler d'un autre type de planètes qu'on appelle des super-Jupiters jeunes. Et parmi les premières découvertes, on a cet objet 2M1207b qui a été découvert en 2005, qui fait 5 fois la masse de Jupiter. Ici, un système multiple avec 3 planètes, HR 87, 99, qui contient des planètes entre 7 et 10 fois la masse de Jupiter. Ici, 14 fois la masse de Jupiter, donc c'est ce qu'on appelle des super-Jupiters. Beaucoup plus massives, mais pas forcément beaucoup plus grosses d'ailleurs que notre Jupiter. Et ce qu'on voit aussi, c'est les distances auxquelles on est capable de détecter ces objets. On parle ici de 50 unités astronomiques environ, 25 à 70 unités astronomiques, ici 250 unités astronomiques. Donc c'est très très loin dans les systèmes exoplanétaires. Jupiter, c'est 5 unités astronomiques dans notre système. Donc là, déjà, celle-ci, elle est 10 fois plus loin que Jupiter ne l'est dans le système solaire. Donc celle-ci serait quasiment aux confins du système solaire. Et puis, on parle aussi beaucoup de planètes habitables, donc des planètes qui seraient dans une zone où l'eau peut être liquide. Et notamment, il y a un exemple très connu maintenant qui date de l'année dernière, il me semble, TRAPPIST 1, avec quelques planètes on voit qui sont à des distances. Alors la zone verte, c'est la zone habitable. Vert, ça veut dire qu'il peut y avoir... je ne sais pas pourquoi c'est vert, peut-être parce qu'il peut y avoir de la végétation, parce qu'il y a de l'eau. On pense qu'il peut y avoir de l'eau à la surface de ces planètes. C'est ambigu quand même parce que si on regarde dans le système solaire, la Terre est dans la zone habitable, mais Vénus et Mars sont presque à la limite de la zone habitable. Et donc cette zone habitable, dont on parle beaucoup en fait dans les médias, n'est pas forcément quelque chose de super bien défini. Et donc ce n'est pas parce qu'une planète est dans la zone habitable qu'elle est habitable, elle est encore moins habitée évidemment. Alors quand on reprend toutes ces planètes connues, qu'on les place dans un diagramme qu'on présente souvent quand on parle d'exoplanètes, qui donne la masse des planètes en fonction du demi-grand axe. Et ici, chaque couleur correspond à une technique de détection. Alors on a en violet les transits, en bleu les vitesses radiales, en rouge l'imagerie. On voit essentiellement que la majorité des planètes connues sont situées ici et ont été découvertes par des techniques qu'on appelle les techniques indirectes, donc les techniques de transit et de vitesse radiale. Il y a beaucoup de petites planètes connues, il y a beaucoup de petites planètes déjà, qui sont très proches de leur étoile, et donc ça c'est un résultat très important. Et celles sur lesquelles on va se focaliser maintenant, c'est celles qui sont ici en rouge, qui sont des planètes qu'on détecte par imagerie, et donc qui sont beaucoup plus grosses en réalité que toutes celles-ci qu'on détecte par vitesse radiale et par transit, et qui sont situées beaucoup plus loin dans les systèmes. Ici, on a 10 unités astronomiques, 100 unités astronomiques, c'est une échelle en logarithme. Alors, on en vient maintenant à la problématique de l'imagerie. Alors, en fait, avant de parler d'imagerie des systèmes exoplanétaires, on peut se demander à quoi ressemble la Terre si on la voyait de très loin. Et on a une image qui a été fournie par Voyager 1 de la Terre. Alors là, vous ne la voyez peut-être pas, parce qu'en fait, elle est noyée dans la poussière du système solaire. Si je fais ça, on la voit un petit peu mieux. C'est un petit point. Voilà ce que voit Voyager 1 de très loin dans le système solaire. Et évidemment, quand on parle de faire des images d'exoplanètes, on parle de faire des images de points et pas des images de ça. Ça, c'est ce qu'on voit d'une orbite basse de la Terre. Donc voilà, jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, je vais parler d'imagerie de points sources et non pas de surface planétaire.
Malgré tout, quand on fait de l'imagerie, on va quand même avoir un certain nombre d'avantages. Il y a un certain nombre d'intérêts à faire de l'imagerie. Ça, c'est une image de simulation qui montre un système avec un disque de poussière entouré avec 2 planètes qui gravitent dans ce système, par exemple. L'intérêt de faire une image, c'est pas seulement de voir des planètes, mais c'est aussi de voir tout ce qui est contenu dans le système planétaire, et notamment de la poussière, éventuellement du gaz, en fonction de la longueur d'onde à laquelle on observe. Et ça va nous donner des informations sur la façon dont se forment les planètes. Quand on fait une image, la première chose qu'on peut mesurer, c'est la position des objets qu'on va détecter. La position XY au cours du temps, qui peut varier parce que les planètes vont tourner autour de leur étoile sur des mouvements keplériens. Et puis, la deuxième chose importante, la deuxième quantité importante, c'est la mesure de l'intensité de ces planètes. Et on voit ici, par exemple, c'est fait exprès dans cette simulation, il y a une planète qui est bleue et une planète qui est rouge. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ont des compositions qui sont complètement différentes. Il y en a une à la composition de la Terre et l'autre à la composition de Jupiter. Et donc, évidemment, elles vont apparaître avec des couleurs et, de façon plus générale, des spectres qui sont différents. Et donc, si on a un moyen de mesurer ces spectres, on a un moyen d'avoir des informations sur la composition des atmosphères, éventuellement des surfaces de ces planètes-là. Et donc, du point de vue de l'observation directe, en réalité, toutes les longueurs d'onde du spectre sont très intéressantes, mais on se focalisera principalement sur toutes les longueurs d'onde qui vont du visible à l'infrarouge moyen. C'est là où les performances sont les meilleures pour détecter des planètes extrasolaires. Alors, le premier problème auquel on a à faire face, c'est le contraste entre les étoiles et leurs planètes. On prend souvent l'image d'un phare autour duquel on placerait une bougie et on essayerait d'observer la bougie à côté du phare qui serait située en Californie et on observerait ça depuis Hawaï. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on essaye d'observer quelque chose qui est très faible à côté de quelque chose qui est très brillant et qui en plus est très près de l'objet brillant. Alors de façon un peu plus physique, le graphe ici nous montre la distribution de l'intensité de certains objets, donc comme le Soleil et différentes planètes, en fonction de la longueur d'onde. Donc ici, on a une longueur d'onde de 1 micron. Par ici, on a les longueurs d'onde visibles proches infrarouges. Et ici, les longueurs d'onde infrarouges moyennes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le rapport d'intensité entre une étoile comme le Soleil et une planète comme la Terre, dans une partie du spectre qui correspond aux longueurs d'onde visibles et infrarouges proches, est de plusieurs milliards, 5 milliards pour la Terre. Et ça, c'est simplement de la lumière réfléchie. Donc ça va dépendre en fait de la quantité de lumière stellaire qui va être interceptée par la planète et de son albédo, parce qu'elle va nous renvoyer une certaine quantité de lumière. Alors que dans l'infrarouge, les planètes ont une certaine température qui est en fait un résidu de leur formation. Elles ont une température interne qui fait qu'elles émettent un certain rayonnement si on va vers des longueurs d'onde de 10 ou 20 microns. Et là, le contraste est plus favorable. Il est seulement, entre guillemets, de quelques millions par comparaison à quelques milliards. Donc on pourrait se dire, c'est très simple, il suffit d'aller dans l'infrarouge moyen, parce que là, c'est plus facile, le contraste entre l'étoile et la planète est plus favorable. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a un autre effet qui va nous poser problème, c'est la diffraction. L'optique géométrique, ça ne marche pas. Il faut utiliser, pour décrire la formation d'une image, ce qu'on appelle l'optique de Fourier. Et lorsqu'on fait une image d'un télescope de diamètre d à une longueur d'onde lambda, on va obtenir une image qui ressemble à ça, dont la taille caractéristique, c'est-à-dire la taille de ce cœur brillant ici, est proportionnelle à la longueur d'onde et inversement proportionnelle au diamètre du télescope. Ce qui veut dire que quand je vais aller à des longueurs d'onde trop grandes, la taille de l'image de l'étoile va devenir plus grosse. Et donc je vais avoir plus de mal à distinguer deux objets qui sont proches. Donc ce n'est pas nécessairement en allant à plus grande longueur d'onde qu'on arrive à gagner en termes de détection. Alors ce qu'on voit ici, c'est que l'image d'une étoile à travers un système comme un télescope va non seulement créer un pic brillant ici, mais surtout va créer de la lumière partout dans l'image. Et si on fait une coupe de cette image, on voit la décroissance de l'intensité en fonction de la séparation par rapport à l'étoile. Et on se rend compte que cette intensité est beaucoup plus brillante, beaucoup plus importante que des planètes comme la Terre et Jupiter. On voit ici que même si on se déplace, on s'éloigne de l'étoile, on a encore de la lumière de l'étoile qui, en fait, va polluer notre image. Et donc, on va essayer de trouver d'autres techniques pour ça. Et en réalité, certaines des planètes qu'on a pu détecter en imagerie, elles ont une intensité qui est supérieure à cette lumière stellaire, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a réussi à présent à les détecter.
Alors pour éliminer cette lumière stellaire, on va avoir recours à une technique qu'on appelle la coronographie, qui a été développée à l'Observatoire de Meudon dans les années 30 par Bernard Liot, et qui cherchait à l'origine à reproduire le mécanisme des éclipses solaires pour observer la couronne. Mais on va utiliser exactement le même système que Bernard Liot a utilisé, avec quelques modifications, améliorations pour le rendre plus efficace, pour concevoir des coronographes stellaires. Alors supposons qu'on ait une étoile qui est située à l'infini, qui nous envoie un faisceau de lumière sur notre télescope, qui ici est juste schématisé par une lentille. On va obtenir au foyer de ce télescope ce qu'on appelle la tâche de diffraction, qui est donc la même image que j'ai montrée tout à l'heure, avec cette partie brillante au centre et puis les anneaux de diffraction. Et on va venir placer un masque devant cette tâche de diffraction. Alors quand on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose, parce qu'on a juste masqué une partie, mais on ne peut pas voir derrière, puisqu'on a placé un masque opaque dans ce cas-là. Et par contre, on n'a pas du tout éliminé la lumière de l'étoile qui se trouvait ailleurs dans le plan focal. L'idée de Bernard Liot, en fait, ça a été de faire, à partir de cette image, dans le plan image, de faire à nouveau une image de ce qu'on appelle la pupille du télescope, qui est un peu l'empreinte du faisceau qui arrive sur le télescope. Et il s'est rendu compte que, contrairement au début, où la lumière de l'étoile était contenue dans ce faisceau, grâce à ses propriétés en fait, de diffraction de la lumière stellaire était cette fois-ci rejetée à l'extérieur du télescope. Alors ça, si on veut chercher à comprendre comment ça marche en optique géométrique, c'est impossible. Ça ne marchera jamais. Il faut nécessairement utiliser l'optique de Fourier pour arriver à créer ce genre d'image et comprendre comment ça fonctionne en optique en réel. Et finalement, l'idée de Bernard Liot, ce n'est pas seulement d'avoir mis un masque ici, mais c'est surtout d'avoir mis un trou à cet endroit-là pour laisser passer uniquement la partie atténuée de l'étoile et rejeter toute la partie de la lumière qui était à l'extérieur de ce trou. Et en reformant une image maintenant dans un autre plan focal, on voit alors à nouveau que cette fois-ci que les anneaux de diffraction sont maintenant atténués. Et donc on peut arriver à gagner, donc à atténuer notre étoile de cette façon-là. Alors qu'une planète, c'est un objet qui va être séparé angulairement de l'étoile, donc qui va se former, son image va se former à côté du masque, elle ne va pas subir l'effet du masque de Liot, et sa lumière va passer entièrement dans son trou, dans le trou, le diaphragme de Liot, et l'image va se former sur le plan focal, quasiment pas atténuée. Donc un coronographe, c'est un système optique qui est capable d'atténuer l'objet ponctuel qui est sur l'axe, sans atténuer un objet qui est hors axe. Et donc c'est comme ça que fonctionnent maintenant tous les systèmes de coronographie qu'on utilise pour détecter des planètes extrasolaires. Alors tout ça pourrait fonctionner très bien si on n'avait pas de turbulence atmosphérique. Ça, c'est dans un cas parfait, où on n'est pas soumis à ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique. Donc on a ce qu'on appelle des fronts d'onde qui arrivent sur le télescope et qui forment une image qui est la tâche de diffraction parfaite, théorique, qu'on peut calculer. Et en réalité, cette lumière stellaire, elle va traverser l'atmosphère de la Terre et elle va subir des déformations. C'est un peu comme si on prenait une surface et qu'on tapait dessus avec des marteaux. On arrive avec une surface qui est complètement cabossée. Et cette image qu'on va obtenir due à cette turbulence atmosphérique, c'est quelque chose qui va... l'intensité de l'étoile, en fait, va occuper un très grand espace, beaucoup plus grand que ce qu'on avait ici. Donc la lumière de notre étoile, là, va être diluée dans une surface beaucoup plus grande. Donc on va perdre en lumière et on va perdre également en résolution spatiale parce qu'évidemment, on peut moins discerner facilement une autre planète qui serait à côté de cette étoile quand la taille de l'étoile, de l'image de l'étoile est beaucoup plus grande. Donc on va perdre en termes de résolution et en intensité. Pour contrecarrer ce phénomène, on a une technique qui s'appelle l'optique adaptative qu'on maîtrise maintenant très très bien et la plupart des télescopes sont équipés de ce genre de système. C'est un miroir qui se déforme très rapidement, qu'on place ici quelque part dans le faisceau optique et on a en fait trois composants dans un système d'optique adaptative. On a un miroir déformable, on a ce qu'on appelle un analyseur de surface qui va permettre d'analyser les déformations de la turbulence et surtout on a un calculateur temps réel qui est capable de calculer la déformation et de connaître la compensation qu'il faut appliquer au miroir déformable en une fraction de milliseconde. Et donc, grâce à ça, on arrive à passer d'une étoile qui a cette taille-là à une étoile qui a cette taille-là. Et grâce à ça, on arrive à des résolutions qui sont compatibles avec la détection d'images d'exoplanètes. On voit ici une animation d'une optique adaptative. Alors au début, on a le cas où en fait, on est soumis à la turbulence. Et puis quand on met en fonctionnement le système d'optique adaptative, on retrouve une tâche de diffraction qui est quasiment parfaite. Ici, on a concentré 90% de la lumière dans le petit pic central qui était au milieu. Donc ça, c'est une technique qui est obligatoire si on veut faire des images de planètes extrasolaires.
Alors ici, c'est une petite simulation qui montre un petit peu donc, les étapes qui permettent de détecter des planètes extrasolaires avec les deux techniques dont je viens de parler. Donc au départ, on a une optique adaptative qui va nous donner une tâche de diffraction quasiment parfaite de notre télescope. Donc cette tâche brillante avec tous les anneaux. Et puis on va mettre un coronographe, on va atténuer ces anneaux, cette tâche de diffraction, mais il va rester un certain nombre de défauts qui sont dus à des aberrations optiques. C'est-à-dire que même si on corrige la turbulence atmosphérique, il reste des défauts, même les défauts liés au polissage des optiques, qui vont créer plein de lumière, qui va créer plein de lumière dans cette image. Cette lumière va être beaucoup plus brillante que les planètes qu'on veut chercher à détecter. Alors après cette étape, on a des techniques de traitement numérique qui sont liées à des stratégies d'observation qui vont permettre de détecter des planètes. Là, on voit, c'est des simulations, hein, donc des fausses planètes qui ont été injectées autour d'une étoile. Et c'est grâce à cette combinaison en cascade de différentes techniques, à la fois instrumentales et numériques, qu'on va pouvoir détecter des planètes extrasolaires. Alors, on a vu que les planètes étaient extrêmement faibles, plusieurs milliards en termes de contraste entre l'étoile et la planète. En réalité, il y a certains cas où c'est beaucoup plus favorable que ça. Et on a ici un modèle qui nous donne la luminosité des objets, de différents objets, alors des étoiles, des naines brunes, des planètes, en fonction de l'âge, qui est donné ici en logarithme. Donc on est ici à 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million d'années, 10 millions d'années, 100 millions d'années, 1 milliard et 10 milliards d'années. Aujourd'hui, Jupiter est ici, elle correspond à donc 1/1000 de la masse du Soleil. Jupiter a 5 milliards d'années, et donc elle a un contraste d'à peu près 10 puissance 9 par rapport à son étoile. Et si on en croit ce modèle d'évolution, en réalité, une planète qui se forme comme Jupiter va avoir une température au début qui est très élevée et elle va refroidir au cours du temps. Et comme à un âge plus récent, en fait, elle est plus chaude, elle va aussi être nécessairement plus brillante. Si on prenait Jupiter lorsqu'elle avait 10 millions d'années, en fait, elle serait 1000 fois plus brillante que ce qu'elle est aujourd'hui, simplement parce qu'elle est plus chaude, parce qu'elle a encore un résidu thermique de sa formation. Donc, un des points importants en imagerie, c'est qu'on va surtout s'intéresser à des objets qui sont très très jeunes, des systèmes qui ont quelques dizaines, voire centaines de milliards d'années. Alors, avec cette technique, on a obtenu des premiers résultats, au départ avec les premières optiques adaptatives et les premiers télescopes. Alors, c'est des télescopes de la classe de 8 mètres, 10 mètres. On a des résultats ici obtenus avec le télescope Keck. Un des premiers systèmes planétaires détectés par imagerie, c'est un système multiple. L'étoile est au centre de cette image et on peut observer en fait 3 points sources, B, C et D, qui sont 3 planètes qui ont des masses entre 7 et 10 fois la masse de Jupiter. Et on voit cette étoile, là, HR 87-99, elle a un âge de seulement 30 millions d'années. Il faut comparer ça par rapport au Soleil qui a 5 milliards d'années. Donc ces planètes-là sont beaucoup plus chaudes et beaucoup plus grosses que Jupiter aussi, et donc elles ont un contraste par rapport à l'étoile qui est beaucoup plus favorable. Alors l'étoile, on ne la voit pas vraiment parce qu'en fait, elle a été atténuée par différentes techniques. On a utilisé de l'optique adaptative, on a utilisé de la coronographie, on a utilisé des techniques numériques pour enlever littéralement la lumière de l'étoile dans cette image et pouvoir détecter ces 3 points. La même équipe qui avait détecté, donc c'est des Canadiens qui ont détecté ce système exoplanétaire en 2008. 2 ans plus tard, en continuant d'observer ce système, ils ont détecté un 4e objet, la planète E, qui est aussi une planète donc, dont la masse est de l'ordre de 10 masses de Jupiter. Et aujourd'hui, c'est le seul système multiple connu par imagerie directe, contrairement à des techniques indirectes qui ont permis déjà de détecter un très grand nombre de systèmes multiples. En imagerie, c'est relativement rare. Le deuxième objet qui a été détecté avec ces techniques-là, c'est la planète qui se trouve autour de l'étoile Beta Pictoris. Alors, Beta Pictoris, c'est une étoile de l'hémisphère sud, et elle est très connue parce que c'est une étoile brillante, mais surtout, elle est entourée d'un disque de poussière. On voit ici l'image du disque de poussière, qui est ce qu'on appelle un disque de débris, je vais revenir dessus après. Et ce disque est vu par la tranche, donc on voit seulement l'épaisseur du disque. Et ce qu'on a observé dès les années 97, c'est que ce disque en fait, avait une forme un peu tordue. On voit une sorte de torsion, on la voit un peu moins de l'autre côté. Et cette torsion-là, on l'interprète comme une partie du disque qui est tiltée, qui est inclinée, à cause d'une planète qu'on ne voit pas encore à cette époque-là, qui serait sur une orbite inclinée et qui elle-même attire en fait des cailloux de type astéroïde qui vont rentrer en collision sur leur orbite et qui vont créer des poussières, et c'est cette poussière qu'on observe.
Et à cette époque, en 97, les auteurs de cette publication avaient déjà prévu que cette torsion pouvait être expliquée par une planète d'environ 10 masses de Jupiter à environ 10 unités astronomiques. Et il a fallu attendre la mise en service de l'instrument NACO sur le VLT en 2001 pour pouvoir faire une image de cet objet. On le voit ici, c'est la même étoile, alors on ne voit pas le disque sur cette image, on voit seulement un point source. Cette image date de 2003. Et à cette époque, quand on a obtenu cette image, en fait, on ne pouvait pas savoir s'il s'agissait vraiment d'une planète qui tournait autour de l'étoile ou si c'était simplement une étoile de fond, beaucoup plus lointaine que l'étoile Beta Pictoris, qui, par chance, était juste alignée avec Beta Pictoris. Il a fallu attendre en fait la fin de l'année 2009 pour réobserver cet objet de l'autre côté de l'étoile, c'est-à-dire qu'entre 2003 et 2009, elle avait parcouru quasiment la moitié de son orbite et elle était passée derrière l'étoile. Et pendant ces années-là, en fait, on ne l'avait pas observée parce que cette image qui date de 2003, elle a été obtenue en 2008. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 5 ans avant d'avoir les techniques numériques pour pouvoir faire cette image. Les données existaient déjà, il a fallu attendre plusieurs années. Et donc cet objet qu'on a détecté autour de Beta Pictoris, donc qui s'appelle Beta Pictoris B, est réellement une planète qui a une masse d'environ 10 fois la masse de Jupiter et qui se situerait environ à 8 unités astronomiques. Ça tombe pile poil, exactement comme ce qui était prévu en fait par rapport à la torsion du disque. Et donc ça c'est un résultat où la dynamique des disques, l'étude de la dynamique des disques a permis de prédire la présence d'une planète qui a réellement été découverte après. Alors je vais passer donc au projet SPHERE, qui est l'étape donc ultérieure. Donc les images que je viens de montrer avant de Beta Pictoris ont été obtenues, en fait, la première a été obtenue avec un instrument qui s'appelle NACO, qui était également une des premières optiques adaptatives, enfin la première optique adaptative du Very Large Telescope. Et dès les années 2002, en fait, dès le moment où on a installé cet instrument sur le VLT, on a commencé à réfléchir à la nouvelle génération d'instruments. Et on a commencé à réfléchir à des instruments qu'on a appelés les Planet Finders, c'est-à-dire des instruments qui étaient capables de faire des images directes de planètes extrasolaires et de les étudier. Et en fait, il y a eu plusieurs projets. Un projet européen qui s'appelle SPHERE, que je vais détailler dans la suite. Il y a un projet identique, quasiment la même chose, au niveau États-Unis, qui est installé au Chili également, qui s'appelle JPI. Et puis, il y a également d'autres instruments un peu moins performants que SPHERE et JPI, qui sont installés sur le télescope japonais Subaru, qui est à Hawaï, et également sur le Large Binocular Telescope, qui est installé en Arizona. Donc SPHERE, voilà une image en fait de SPHERE, hein, c'est cette grosse boîte noire qui est installée à côté du télescope. Hein, ça c'est un télescope de 8 mètres, hein, le diamètre ici de ce miroir primaire c'est 8 mètres, et ça mesure environ 3 mètres. Donc c'est un instrument qui a été conçu par tous ces instituts européens, sous la direction de l'Institut d'astrophysique, de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, et l'Observatoire de Paris a contribué notamment sur la fabrication des coronographes. Et donc on a conçu cet instrument en 2002, il a été installé sur le télescope en 2014, donc il a fallu 12 années de développement avant de pouvoir être sur le télescope, et on a commencé les opérations scientifiques en février 2015. Donc c'est un instrument qui est installé sur un des 4 Very Large Telescopes au Chili. Voilà en fait l'image de l'instrument avant son installation, en fait, quand il était dans ce qu'on appelle le hall d'intégration à Grenoble. Là, vous avez ici un homme qui vous donne en fait la taille, l'échelle. C'est quand même quelque chose d'assez colossal, hein, ça fait plus de 3 mètres de long. Ça, c'est un énorme cryostat qui renferme une caméra infrarouge. Et ça, c'est l'électronique, une partie de l'électronique de commande de cet instrument. Alors, dès qu'il est arrivé sur le ciel, la première chose qu'on a faite, évidemment, c'est de vérifier si ça fonctionnait bien. Et effectivement, on a bien montré que ça fonctionnait très très bien. On a fait une image du système HR87-99, si vous vous rappelez, c'est ce système avec les 4 planètes. Et en seulement quelques secondes, il doit y avoir ici une dizaine de secondes sur cette image, on voit apparaître déjà 4 petits points autour de l'étoile qui correspondent aux planètes B, C, D et E, qu'on voit ici beaucoup mieux en accumulant plusieurs minutes d'observation. Donc on a vérifié immédiatement que ça fonctionnait très bien. Et on a été très content d'ailleurs d'arriver à des résultats aussi bons dès le début. Ce n'était pas forcément gagné parce que dans SPHERE, il y a une quantité importante en fait, de technologies qui n'avaient jamais été encore testées sur le ciel.
Et on voit ici une image de sphère, obtenue avec sphère. Je vais la remettre ici. C'est une animation, on ne voit pas très bien que ça bouge. Et justement, ça ne bouge pas beaucoup parce que sphère est extrêmement stable. C'est un système qui a été conçu pour avoir une très très grande stabilité. Alors en fait, cette image, elle correspond à l'image d'une étoile qui se trouve au centre, qui est la partie la plus brillante ici. Toute cette lumière correspond à la lumière de l'étoile, mais l'étoile est au centre. Elle est cachée par un masque coronographique. On voit une sorte de masque un peu noir. Et ça, c'est la tâche de diffraction qu'on a vue tout à l'heure, à laquelle on a enlevé les anneaux grâce au coronographe. Et on voit un cercle apparaître dans cette image. L'image est un peu plus sombre à l'intérieur de ce cercle et plus brillante à l'extérieur. Et ce cercle correspond à la distance à laquelle, autour de l'étoile, on peut corriger la diffraction, c'est-à-dire s'approcher de la tâche de diffraction théorique grâce à l'utilisation de l'optique adaptative. Donc c'est sur ce diamètre que l'instrument sphère va être le plus efficace. Et ce diamètre, ça représente moins d'une arc-seconde. C'est-à-dire que c'est un angle extrêmement petit sur le ciel. Pour fixer une idée, une arc-seconde, c'est donc un diamètre de 10 unités astronomiques observé à une distance de 10 parsecs. Donc c'est en fait une étoile vraiment dans le voisinage du Soleil. Donc on a vérifié que tout fonctionnait correctement, et par exemple ici on voit des images coronographiques qui ont été obtenues dans différents filtres. Ça, c'est des coupes de ces différentes images, et je veux juste pointer sur le contraste qui est obtenu dans cette image, dans cette zone qui correspond à la zone qui est noircie dans cette image. Et ce contraste est de l'ordre de quelques fois 10 puissance 4, donc plusieurs dizaines de milliers en termes de contraste. Ce n'est pas des contrastes encore qui permettent de détecter des planètes du premier coup. Il va falloir des techniques numériques pour gagner des facteurs des ordres de grandeur. Mais c'est ce à quoi on s'attendait avec cet instrument. Donc, les performances obtenues dès le début étaient parfaitement conformes aux spécifications de l'instrument. Donc avec Sphère, on fonctionne dans un mode qu'on appelle un mode survey, enfin un mode relevé. C'est un grand relevé. En fait, grâce à la contribution des instituts européens, l'ESO nous a attribué 260 nuits de temps garanti sur 5 ans, donc ça représente un très grand nombre de nuits. Et pourquoi on a besoin de toutes ces nuits? Parce qu'on va observer des centaines d'étoiles et on va essayer sur ces centaines d'étoiles de chercher des planètes. Et donc il faut beaucoup de nuits pour observer plusieurs centaines d'étoiles. Donc voilà un petit peu la liste des objets typiques qu'on va chercher à observer avec Sphère. Des étoiles très jeunes et très proches qui sont les sources favorites parce qu'elles sont très jeunes et donc les planètes autour de ces étoiles vont être très brillantes. Des étoiles un peu intermédiaires, d'un âge intermédiaire. Des étoiles d'un type un peu plus tardif, c'est-à-dire de masse plus petite que le Soleil. Des systèmes planétaires connus, on a vu déjà HR 87-99, Beta Pictoris. Des étoiles aussi extrêmement proches qui sont aussi très favorables parce que dans ce cas-là, une unité astronomique, ça représente un angle beaucoup plus grand. Et puis il y a d'autres objets comme les disques, des étoiles évoluées, des objets du système solaire qui vont pouvoir être observés avec Sphère. Alors voilà le schéma optique, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, juste ce que je voulais en fait dire ici, c'est que l'instrument Sphère est en fait conçu avec trois instruments qui chacun ont des fonctions bien particulières. Le premier instrument, c'est l'instrument IRDIS, qui est un imageur en infrarouge, qui utilise des techniques de coronographie, d'optique adaptative, bien sûr. En fait, tout ça, là, ce système ici, c'est le système d'optique adaptative, tout ce qui se trouve sur la partie verte. On a également un spectrographe imageur, je dirai un petit peu deux mots de ce que c'est après, qui fonctionne également dans l'infrarouge proche, qui peut donner des spectres à basse résolution des planètes. Et puis, on a aussi un autre instrument qui fonctionne dans le visible, cette fois-ci, et qui est un polarimètre à très très grande précision, et qui va, lui, plutôt être efficace pour détecter des disques de poussière, parce que la poussière diffuse la lumière des étoiles, et cette diffusion en fait est polarisée. Donc, grâce à ces instruments, on peut détecter très facilement des disques circumstellaires. Alors voilà les images typiques. On a déjà vu une image de l'instrument IRDIS tout à l'heure, de la caméra infrarouge. Donc on reconnaît l'image de l'étoile atténuée par le coronographe. On reconnaît le cercle qui fixe le diamètre en dessous duquel l'optique adaptative corrige la diffraction. Et en réalité, ça c'est une image qui est obtenue avec donc l'autre instrument, IFS, qui est donc un spectrographe intégral de champ. Et si vous regardez bien, en fait, cette image elle est composée de plein de petits traits, et chacun de ces petits traits est un spectre. Donc en fait, on arrive à obtenir sur une seule image à la fois les dimensions spatiales et la dimension spectrale, et donc on a trois dimensions dans une image en deux dimensions. Et donc grâce à ça,
Ces deux instruments en plus fonctionnent en parallèle, donc on est capable d'observer la même étoile en même temps avec la caméra infrarouge et le spectrographe infrarouge, et grâce à ça, donc, on va essayer de faire des spectres de planètes extrasolaires. Une des meilleures performances qui a été obtenue jusqu'à présent avec SPHERE, c'est sur cette étoile Sirius, qui est une des étoiles les plus brillantes, donc c'est une des plus faciles à observer. On voit ici un graphe qui nous montre le contraste en ce qu'on appelle en magnitude en fonction de la séparation dans le champ. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que les courbes les plus basses, qui correspondent aux meilleures performances qu'on atteint, correspondent à des contrastes de l'ordre de 16 magnitudes. Alors 16 magnitudes, ça fait plusieurs millions de contrastes. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, l'image brute qu'on obtenait sur la caméra, c'était plutôt quelques dizaines de milliers en termes de contraste. Et maintenant, grâce à des techniques numériques, on arrive à passer de quelques dizaines de milliers, c'est-à-dire ici, à quelques millions. Donc on a un effet, un gain très important en termes de contraste grâce à toutes les techniques qu'on empile dans nos observations. Un des résultats ici que je montre sur cette étoile Beta Pictoris qu'on a observé plusieurs fois avec SPHERE depuis 2015, c'est cette petite vidéo qui va vous montrer en fait toutes les observations, ici la première observation en 2003 et puis la première redétection en 2009. Et on voit que la planète s'est éloignée de son étoile et maintenant revient vers l'étoile. Donc on voit en fait la planète se déplacer sur son orbite. Si vous vous rappelez, le disque qu'on voyait tout à l'heure sur l'image était vu par la tranche. Donc l'orbite de la planète est aussi vue par la tranche. On ne voit pas une ellipse qui correspondrait à l'orbite de la planète. On voit seulement un trait parce que cette orbite est parfaitement inclinée, enfin presque parfaitement inclinée, pas tout à fait, par rapport à notre ligne de visée. Et c'est une des seules planètes en fait en imagerie où on arrive à voir autant de déplacements parce qu'elle est très près de son étoile, à seulement 8 unités astronomiques. Ça correspond à peu près à la distance de Saturne dans le système solaire. Donc on la voit en quelques années, une dizaine d'années ici, on la voit tourner sur son orbite d'une quantité assez importante. Un des objets qui a été détecté aussi avec ces instruments, alors là c'est une détection qui a été obtenue avec l'instrument JPI, donc l'instrument américain, l'équivalent de SPHERE, c'est cette étoile donc 51 Eris, autour de laquelle on a détecté ce petit point source qui est donc une planète. Et ça c'est une des planètes les moins massives qu'on ait détectées en imagerie. Elle fait seulement 2 masses de Jupiter. Alors rien à voir avec ce que font les techniques de vitesse radiale qui sont capables de détecter des super-terres. Hein. Ici on parle d'objets vraiment beaucoup plus gros. Et elle est à une distance de 13 unités astronomiques. Donc c'est aussi des échelles comparables avec Neptune, Uranus dans notre système solaire. Et l'autre caractéristique, c'est aussi que c'est une planète relativement froide. 600 Kelvin, ça peut sembler encore chaud, mais pour ce type de détection, c'est relativement froid par rapport à tout ce qu'on avait fait avant. Et là, on montre ici le spectre de cet objet qui a été obtenu. Et en fait, ces variations-là qu'on voit dans le spectre correspondent à des absorptions de méthane et de vapeur d'eau. Donc cette image-là qu'on voit ici, en fait une image spectrale avec plusieurs filtres, nous informe sur les constituants de cet objet. Un autre aspect qui n'est pas du tout visible ici, c'est que cette planète est entourée de nuages. On n'arrive pas à reproduire ce genre de spectre avec des modèles si on n'inclut pas des nuages dans cette atmosphère. Et donc, grâce à l'imagerie, on arrive à montrer que ces planètes supergéantes sont entourées de nuages, exactement en fait comme les Jupiters. La première détection d'une nouvelle planète avec SPHERE, elle a été annoncée dans l'été, là, en juin 2017. C'est une étoile qui s'appelle IP 65426b. Vous voyez, elle est beaucoup plus brillante que celle qu'on vient juste de voir. C'est normal, elle a une masse plutôt de l'ordre de 10 fois la masse de Jupiter et une température plutôt qui est de l'ordre de 1500 Kelvin. Donc quand même beaucoup plus chaude que celle qu'on vient de voir. Malgré tout, le spectre qu'on a pu obtenir nous montre quand même... alors il n'y a pas de méthane, par exemple, dans cette planète. Elle est beaucoup trop chaude pour qu'il y ait du méthane. Mais par contre, on voit des absorptions liées à la présence de vapeur d'eau. Donc là aussi, on a une mesure directe de la constitution atmosphérique. Un deuxième sujet qui est vraiment un aspect fondamental dans SPHERE, c'est l'étude des disques circumstellaires. Alors pourquoi on s'intéresse aux disques? Tout simplement parce que c'est des étoiles très jeunes qui sont entourées de poussière, ou de gaz éventuellement, et c'est dans ces disques que les planètes vont se former. Donc en observant ces disques, on cherche à comprendre comment se sont formées les planètes et comment elles évoluent dans ces disques. Alors là, on voit un panorama de belles images qui montrent plusieurs des détections de SPHERE.
Pour montrer en fait ce qu'apporte Sphère, j'ai pris un exemple ici d'un disque qui s'appelle HR 4796, c'est le nom d'une étoile, qui a été observé ici dans les années 99-97 avec l'instrument Adonis, qui est une des premières optiques adaptatives qui était installée sur le 3,60 m, le télescope de 3,60 m à la Silla au Chili. On voit ici une sorte de trait là, qui correspond en fait à un disque de poussière. Voilà l'image qu'on a obtenue quelques années plus tard avec le télescope de 8 mètres, toujours au Chili, avec la première génération d'optique adaptative. Donc on voit ici que ce trait se transforme maintenant en une ellipse, donc on voit vraiment apparaître un anneau, et c'est un anneau de poussière qui encercle l'étoile. Et voilà l'image qu'obtient Sphère de cet anneau, où là on a un gain en résolution qui est énorme par rapport à tout ce qui était fait précédemment. Donc c'est le même télescope, enfin le même classe de télescope, mais avec une optique adaptative différente et des techniques différentes qui font qu'on améliore énormément les performances. Alors en observant des images de disques, on va chercher surtout des déformations dans ce disque, parce que s'il y a des planètes dans ces disques, alors elles vont créer des déformations, et ces déformations vont être visibles, ici c'est juste des modèles, qui nous montrent, en fonction de l'orientation sous laquelle on regarde le disque, comment une planète peut déformer le disque. Donc elle peut créer un anneau, elle peut créer ce qu'on appelle une aiguille, elle peut créer un double anneau, elles peuvent créer un certain nombre de structures, et on va justement chercher ce type de structure, parce que grâce à ces modèles, et en comparant nos images aux modèles, on va avoir un lien entre les masses et les positions de ces planètes et les structures qu'elles impliquent sur ces disques de poussière. Donc ça va nous renseigner sur la façon dont se forment les planètes et la façon dont elles évoluent dans les disques. Et puis, simplement par rapport à la physique des disques eux-mêmes, ces images vont nous donner des contraintes sur les propriétés optiques des poussières qui composent ces disques. Alors, deux types d'exemples obtenus ici avec Sphère. Il y a deux grandes catégories de disques. On appelle ça les disques protoplanétaires, qui sont des disques qui contiennent de la poussière, mais aussi beaucoup de gaz. Le gaz est encore présent dans ces systèmes. C'est des systèmes qui ont typiquement quelques millions d'années, enfin en général moins de 10 millions d'années. Et on voit ici une image donc, d'une étoile. Donc l'étoile est au centre. Hein. Vous voyez le masque du coronographe, c'est le masque noir qui cache la lumière de l'étoile. Et on voit apparaître autour un système de spirales. Et on pense que ces spirales sont dues à une planète qui serait située ici à l'extérieur. Et la planète, dans le gaz, va créer, en tournant autour de l'étoile, une sorte d'onde acoustique qui va créer des variations de pression dans le gaz. Et la poussière va se retrouver piégée dans ces zones de surpression. Et ce qu'on va observer, nous, avec Sphère, c'est uniquement la poussière. Et donc la poussière va prendre la forme de ces spirales, qui est une structure qui est imprimée, en quelque sorte, dans le gaz. Donc mesurer ces spirales, mesurer leur forme, leur géométrie, c'est avoir une contrainte sur la masse et la position de la planète qui a créé ces spirales-là. Un deuxième exemple de disque planétaire aussi, un des fameux disques planétaires, TW Hydra, où là, l'image de Sphère a permis de révéler des anneaux. On voit des anneaux brillants et des anneaux sombres. Et là, on imagine que des planètes, probablement, créent ces sillons dans la poussière, c'est-à-dire, en fait, nettoient leur orbite. Elles accumulent le gaz et la poussière qui est sur cette orbite, et donc, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs révolutions, le gaz et la poussière vont disparaître sur cette orbite-là, et on va observer des sillons. Donc là, on a une vision directe de l'endroit où se trouvent des planètes. On ne voit pas les planètes, mais on sait qu'elles sont là. La deuxième catégorie de disques qu'on étudie, c'est des disques de débris. Alors on appelle ça des disques de débris parce qu'ils sont un peu plus vieux, ils contiennent quasiment pas de gaz, ou très très peu. Le gaz en fait s'est évaporé du système, et on appelle ça des disques de débris parce que c'est des disques qui sont composés de cailloux, on appelle ça des planétésimaux, ça ressemble à des astéroïdes, c'est-à-dire des cailloux de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres, et ces cailloux vont rentrer en collision et vont créer des poussières. Et donc on appelle ça des débris, c'est les débris des collisions. Donc la poussière qu'on observe dans ces disques de débris, c'est une poussière qui est de deuxième génération. Ce n'est pas la poussière qui était présente dans le système, c'est la poussière qui a servi à créer des planètes, enfin des embryons de planètes, des astéroïdes, et qui ensuite se retrouvent à nouveau sous forme de poussière par des effets de collision. Et là on a un cas qui est une étoile HD 106-906 qui était connue avant que Sphère en fait, obtienne cette image d'un disque. Vous voyez un anneau très fin qui est très incliné, on voit juste une partie qui est très brillante et l'autre partie est beaucoup plus faible. Ce système était connu en fait parce qu'il y a une planète qui a été détectée en imagerie qui est très très éloignée de cette étoile. Et donc quand on avait uniquement l'image de la planète sans l'image du disque, on mesurait une distance ici
de l'ordre de 600 unités astronomiques, ce qui est déjà énorme. Et en réalité, grâce à l'image du disque, on s'est dit que pour que cet objet soit dans le plan du disque, il y avait une contrainte sur l'inclinaison, et ça correspondrait en fait à une distance réelle qui était plutôt de l'ordre de 2000 voire 3000 unités astronomiques. C'est énorme par rapport aux distances, c'est les confins du système solaire. C'est là où se trouvent, par exemple, les réservoirs de comètes, les nuages de Oort dans le système solaire. Et donc ça pose des questions sur la présence de cette planète à cette distance-là. Pourquoi cette planète est à cette distance-là? Alors, une des théories qui découle de cette image, c'est que cette planète a très bien pu être éjectée par la rencontre avec une autre planète qu'on n'a pas encore détectée, mais qui se situerait à l'intérieur de l'anneau de poussière. L'anneau de poussière, il est déjà grand, il fait déjà quelques dizaines d'unités astronomiques. Donc il se peut très bien qu'il y ait une planète ici, et qu'il y ait eu à un moment donné un rapprochement de ces deux planètes, et une des deux orbites est devenue instable et a éjecté une des planètes sur une orbite beaucoup, beaucoup plus éloignée, et elle s'est retrouvée à 2 ou 3 000 unités astronomiques. Un autre exemple, c'est le disque, encore une fois, de Beta Pictoris, là qu'on voit avec sphère beaucoup mieux que ce qu'on voyait précédemment. Et on voit ici cette forme de torsion, là on la voit très très bien sur cette image. C'est donc cette torsion-là qui a permis de trouver de montrer qu'il y avait probablement une planète qui plus tard a été découverte en imagerie. Le dernier système dont je voudrais parler, c'est le système AU microscopie, qui est une des étoiles qui m'a occupé là ces dernières années. AU microscopie, c'est une étoile de l'hémisphère sud aussi, qui a une très petite masse. C'est une étoile de type M. Je crois que j'ai un autre pointeur ici. Et la particularité, c'est qu'elle est très très proche du Soleil. En fait, elle est seulement à une dizaine de parsecs. Et voilà la première image qui a été obtenue au sol. On voit un coronographe ici, le gros masque noir. Première image du disque du système AU microscopie, ça c'était en 2004. Et ce disque a été réobservé plusieurs fois, et notamment avec le télescope spatial. Toutes ces images ont été obtenues avec le télescope spatial entre 2004 et 2010-2011. Ce que montrent toutes ces images, c'est que ce disque est composé de petites structures. Ici, on voit des sortes de grumeaux à l'intérieur du disque. Et donc à cette époque-là, on ne savait pas du tout à quoi étaient dus ces grumeaux. On a réobservé cet objet avec sphère, et en fait c'était une étoile de test. C'était une étoile qu'on a observée pendant ce qu'on appelle le commissioning de l'instrument, c'est-à-dire pendant la phase de validation de l'instrument sur le ciel, avant de le mettre en service pour la communauté. C'est une image qu'on a obtenue en août 2014 avec la caméra IR10 de sphère, et on voit donc en fait ce disque avec une résolution inégalée, encore une fois, vu par la tranche, encore une fois, un peu comme Beta Pictoris. C'est un autre disque, mais il est aussi vu par la tranche, et on voit un certain nombre de structures ici qui sont situées sur le côté sud-est, qu'on voit beaucoup mieux sur cette image parce que c'est un traitement un peu particulier. On voit une sorte d'ondulation à l'intérieur du disque, comme si quelque chose se propageait du centre du système vers l'extérieur. Et en fait, en combinant ces images de sphères avec des anciennes images obtenues par le télescope spatial, donc en fait en 2010 et 2011, on a pu retrouver ces structures. Donc voilà ici la même image de 2010 du télescope spatial, celle de 2011 qu'on a en fait retravaillée. Ce n'est pas les images qui ont été publiées par l'équipe qui avait fait ces observations. On les a retravaillées et on a montré qu'il y avait également des structures à l'intérieur de ce disque, et notamment cette structure-là, qui ressemble beaucoup à celle-ci, qui est une sorte de gros bump, je ne sais pas la traduction du bump, une bosse qui se trouve ici dans l'image sphère et qui ne se trouve pas à la même distance dans les images du HST. Ce qui veut dire que cette structure en fait, s'est déplacée au cours du temps, entre 2010 et 2014. Et donc il y a, semble-t-il, un mouvement de ces structures vers le sud-est. Alors, à partir de cette image, on a extrait une mesure de la position des structures. On a essayé de mesurer ça de façon très très précise. Voilà ici une mesure de la position. Chaque bosse ici correspond à une des structures qu'on a appelées A, B, C, D et E, en partant de l'intérieur du système. Et on a reproduit cette mesure sur les images du HST, exactement de la même façon. Et on a obtenu 3 profils qui sont quasiment identiques. On retrouve exactement les mêmes bosses, mais pas au même endroit. Et on voit notamment ici, c'est l'image, enfin c'est le profil qui est extrait de l'image en 2010, celui-ci en 2011 et celui-ci en 2014. Et on voit très clairement que
on a l'impression d'avoir exactement le même motif, avec 5 bosses, mais qui s'est déplacé vers l'extérieur du système. Ici, c'est la distance par rapport à l'étoile. L'étoile se trouve ici, et ça, c'est la partie sud-est du disque. Donc, apparemment, on a ce mouvement global de toutes les structures. Et donc, si on a un mouvement, on peut mesurer des vitesses. Et en fait, ici, on mesure simplement des vitesses projetées, parce que le disque est vu par la tranche. Et donc ça, c'est un diagramme qui nous montre la vitesse projetée en fonction de la séparation projetée des 5 structures, A, B, C, D et E. Et on voit qu'elles ont des vitesses qui sont de l'ordre de quelques kilomètres par seconde. Donc c'est quand même des vitesses assez importantes. Et on a comparé ces vitesses à des vitesses qu'on pourrait attendre de planètes sur des orbites, ou d'objets sur une orbite, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vitesse keplérienne. Cette courbe, par exemple, cette famille de courbes, ces 3 courbes correspondent à des orbites circulaires. Les courbes en tiré correspondent à des orbites très excentriques. Et les dernières courbes, qui sont les plus hautes, correspondent à la vitesse de libération du système. C'est-à-dire que si on a une vitesse supérieure à cette valeur, on s'échappe de l'attraction de l'étoile. Et ce qu'on voit ici, c'est que certaines de ces structures, notamment la D, la E et peut-être aussi la C, ont des vitesses supérieures à la vitesse de libération. Et donc, on a l'impression d'avoir des structures qui sont en train de s'échapper du système. Et donc ça, c'est la première fois qu'on observe un tel phénomène. On voit ici des images maintenant qui ont été obtenues depuis la première découverte avec SPHERE en 2014. Alors, donc on a ici l'image de 2014, un an plus tard en 2015, encore un an plus tard en 2016, encore un an plus tard en 2017, mai 2017. On reconnaît nos petites structures en forme d'ondulation et on voit qu'elles se déplacent très clairement d'année en année. Donc on n'a pas besoin d'attendre plusieurs années pour voir un déplacement. En fait, en quelques mois, on voit déjà un déplacement. Voilà ici une animation qui montre vraiment le déplacement sur les 4 années d'observation entre 2014, les 3 années, pardon, 4 points d'observation entre août 2014 et mai 2017. Donc on a vraiment des structures qui se déplacent. Et ici, ce trait donne à peu près la taille de l'orbite de Saturne à la distance de cette étoile. Donc vous voyez que la taille de ces structures, c'est quelque chose d'énorme. Ça fait plusieurs unités astronomiques en réalité. Donc il y a de la poussière qui se distribue sur plusieurs unités astronomiques et qui est en train de s'échapper du système et qui semblerait presque faire des sortes de vagues dans ce système, donc autour de l'étoile à vue microscopique. Alors c'est super. Et puis maintenant, la grosse question, c'est qu'est-ce qui produit en fait ces observations. Alors on a, au début, quand on a observé ça, on n'en avait pas du tout la moindre idée de ce qui pouvait produire ce genre de choses. On a essayé d'étudier ça et notamment, on a essayé d'expliquer ça avec le déplacement des grains de poussière. On sait que ces grains de poussière sont extrêmement petits parce qu'ils sont c'est des résidus de collision. Donc on imagine qu'il y a des grains de poussière qui font moins de 0,1 micromètre. Donc c'est des échelles nanométriques, dizaines ou centaines de nanomètres ici. On sait aussi que c'est une étoile très active. Malgré qu'elle soit beaucoup plus petite que le Soleil, elle est beaucoup plus active que le Soleil. En fait, elle perd de la masse et elle perd des centaines de fois la masse que perd le Soleil. Donc le Soleil perd de la masse aussi, mais celle-ci, elle perd 300 fois plus que le Soleil. Donc il y a un énorme, ce qu'on appelle un vent stellaire, qui s'échappe de cette étoile. Et en fait, les grains sont soumis à cette force. Cette force, cette masse qui part de cette étoile est littéralement pousse les grains donc par cet effet-là. Et l'effet du vent stellaire va dominer par rapport à la gravité, à condition que les grains soient tout petits. Évidemment, si on a un grain qui est trop gros, on a beau pousser avec du vent stellaire, on n'arrive pas à le pousser. Alors le schéma qu'on a imaginé, c'est donc ici le système vu par-dessus, l'observateur est ici, il voit le disque par la tranche, le disque serait ici dans le plan du tableau, on a notre étoile, et puis on aurait un objet, donc on peut imaginer une planète par exemple, qui tourne autour de cette étoile, ici sur une orbite circulaire pour simplifier les choses. Et donc cette planète a une vitesse qui est représentée par cette petite flèche, ce vecteur rouge, qui va se déplacer par rapport à l'observateur, puisque le mouvement est circulaire. Et puis on sait aussi que notre étoile émet un vent stellaire qui a la possibilité de pousser des poussières si elles sont émises à cet endroit-là dans le système. Et donc on a donc une force qui va agir de façon radiale par rapport à l'étoile. Donc une poussière qui serait émise à des moments donnés sur cette orbite va avoir une vitesse qui est la somme de ces deux flèches. Et en réalité, comme on voit le système par la tranche, ce qu'on voit, c'est la projection de la somme de ces deux vitesses. Et c'est cette flèche bleue que j'ai représentée ici. Cette flèche bleue, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de la position de l'objet par rapport à l'observateur,
elle change de taille, donc elle change de vitesse. Donc la structure, supposons qu'une structure, une bouffée de poussière est émise à cette position-là, va partir dans cette direction de façon radiale par rapport à l'étoile, elle va avoir une certaine vitesse vue de l'observateur qui ne va pas être la même si cette même structure est émise dans cette direction-là. Donc par des effets simplement de projection, on peut expliquer de façon à peu près assez bonne que la dynamique en fait, du système explique ce qu'on est en train d'observer, à condition qu'on ait un objet qui libère des poussières à un endroit sur l'orbite. On ne sait absolument pas pour l'instant, on a des idées, mais on ne sait pas encore très précisément quel mécanisme éjecte de la poussière. Enfin, pourquoi il y a de la poussière qui est éjectée à cet endroit-là. Mais tout se passe comme si ce qu'on était en train d'observer corresponde à vraiment une éjection de poussière à un endroit donné de l'orbite, et de façon discrète en plus, le long de l'orbite d'une hypothétique planète. Pour l'instant, on n'a pas découvert de planète. Et évidemment, on va la chercher, puisque probablement, il y en a une qui, si notre modèle est correct, il y a une planète qui est responsable de la formation de ces structures-là. Voilà, je vais juste passer 5 minutes, vite fait, à la fin, pour parler en fait des futurs projets en imagerie directe. Le prochain grand télescope qui va être mis en service dans les années fin 2018, normalement, c'est le lancement, donc il va commencer à fonctionner en 2019, c'est le télescope JWST, James Webb Space Telescope, qui est un télescope spatial d'un diamètre d'environ 6,50 m. On voit le diamètre ici, il a une forme un peu hexagonale, avec des grands panneaux solaires, ça c'est à la taille d'un terrain de tennis à peu près. Et dans ce télescope, il y a 4 instruments qui sont ici, NIRSPEC, NIRCam, MIRI, NIRIS. Chacun de ces instruments, pratiquement, enfin ces 3-là en fait, utilisent des techniques de coronographie et des techniques numériques qui vont permettre de faire des images d'exoplanètes. Même si on est dans l'espace, il reste quand même des résidus. On n'a pas l'atmosphère qui déforme l'image, mais on a quand même les optiques de ce télescope qui ne sont pas parfaites, et donc on va avoir des défauts. Et il faut nécessairement utiliser des techniques d'atténuation de l'étoile, comme on a vu précédemment, pour pouvoir détecter des planètes avec ce télescope. Et on a fait par exemple, alors nous par exemple, on travaille sur cet instrument MIRI à l'observatoire, et on a fabriqué, en collaboration avec le CEA, le système de coronographe de cet instrument MIRI. Voilà ici par exemple le système HR8799 tel qu'il sera vu par MIRI. Encore une fois, si vous vous rappelez l'image que j'ai déjà montrée maintenant plusieurs fois, où on a ces 4 planètes, B, C, D et E, autour de l'étoile HR8799, ça c'est une image qui est faite avec le Keck, un télescope de 10 mètres, à une longueur d'onde de 2 microns probablement à peu près. Ici, on est à une longueur d'onde beaucoup plus grande, 10 microns, 15 microns, enfin 10 microns, 11 microns, 15 microns, donc on perd de la résolution. Et on a un télescope plus petit, même si on est dans l'espace, il ne fait que 6,50 m, même si c'est énormément plus gros que le HST qui mesurait 2,40 m. Et donc on retrouve nos planètes sur cette simulation, c'est ce qu'on attend des observations, mais de façon pas aussi nette que cette image qu'on a obtenue au sol. Malgré tout, c'est quand même intéressant de faire ces images-là, même si elles ne sont pas aussi précises, même si la résolution angulaire n'est pas aussi bonne, parce que en observant à des longueurs d'onde très grandes, on va pouvoir mettre d'autres contraintes, apporter d'autres connaissances sur le spectre de ces planètes et donc sur la composition atmosphérique de ces planètes. Et par exemple, autant au sol, on cherche surtout des signatures du méthane ou de la vapeur d'eau, dans l'espace, on va pouvoir s'intéresser par exemple à des signatures de l'ammoniac. Deuxième catégorie de projets, les extremely large télescopes, des télescopes qui font 30 à 40 mètres. On voit ici la coupole de ce futur projet qui sera installé aussi au Chili, sur une montagne qui est juste en face, celle-ci, là, qui contient les 4 VLT. Et puis bon, voilà, vous avez l'échelle. Donc c'est très gros, c'est un gros télescope, et évidemment, plus on augmente la taille du télescope, plus on augmente la résolution spatiale, et plus on a des détails très très fins dans les systèmes exoplanétaires. Donc évidemment, les ELT seront des instruments, des télescopes qui vont permettre de faire des images de planètes extrasolaires. On voit ici par exemple une simulation de l'étoile Alpha Cen A, autour de laquelle un des instruments de ce télescope pourrait même détecter une planète qui ressemble à la Terre. Et puis après, il faut aller dans l'espace, parce qu'on a moins de défauts qu'au sol, et on a un projet qui s'appelle WFIRST, qui devrait être lancé en 2025, qui a un télescope en fait de la même taille que le HST,
Il est aussi petit, entre guillemets, que le HST, mais il est très costaud parce qu'il embarque des séries d'instruments qui vont permettre de gagner du contraste et s'approcher à des contrastes de l'ordre de 10 puissance 9, voire 10 puissance 10. Donc c'est des techniques très élaborées, bien sûr, et c'est pour dans une petite dizaine d'années, sûrement plus en fait, on est toujours optimiste sur les dates de lancement, et ça sera sûrement 2030. Et après, on vise encore plus loin. Il y a déjà des projets qui sont étudiés, notamment à la NASA. Il y a des participations françaises sur ces projets. Il y a 2 projets, le projet Louvoire et le projet ABEX, qui sont 2 énormes télescopes. Alors là, c'est un peu comme le JWST, mais ça mesure 12 mètres ou 10 mètres de diamètre, donc c'est presque 2 fois plus gros. Ça embarque des coronographes, et l'objectif, c'est vraiment de faire des images de planètes de type terrestre, où ce télescope, qui s'appelle ABEX, qui est un peu plus petit, qui fait 4 ou 8 mètres, mais qui, devant, a un énorme occulteur, qui est situé à, par exemple, je crois que c'est de l'ordre de 50 000 km devant le télescope. Cet occulteur a une forme très très précise. C'est un peu comme un coronographe. Il va projeter une ombre à l'endroit où se trouve le télescope, et donc l'étoile va être atténuée en fait, par la création de cette ombre-là, et le télescope va pouvoir observer autour de ce panneau, de ce qu'on appelle ce star shade, pour détecter des planètes extrasolaires. Alors ça, c'est pas pour tout de suite. Ça vise vraiment la détection de terres. Et ce qu'on va essayer de faire avec ces instruments, ce n'est pas juste de voir des terres, mais c'est surtout de mesurer leur atmosphère et d'être capable, par exemple, comme sur cette simulation d'un télescope spatial, de détecter des traces d'ozone, de détecter des traces d'oxygène et des traces de vapeur d'eau. Ça, c'est une simulation, bien sûr, mais c'est vraiment l'objectif qu'on se donne dans les 20 prochaines années pour les projets spatiaux. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Anthony. Donc, tu nous as beaucoup parlé de coronographie, donc à l'époque de Lio, pour les planètes extrasolaires depuis le sol ou même là depuis l'espace. Alors, c'est pour faire des éclipses artificielles, donc j'en profite pour vous parler très rapidement. Probablement, vous savez qu'il y a 15 jours, il y a une éclipse totale qui était visible aux États-Unis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu la voir, mais il y a plusieurs membres de l'Institut d'astrophysique de Paris qui ont pu aller l'observer, et notamment notre collègue Jean Mouette, là, qui est derrière la caméra, qui a pu la filmer. Donc peut-être que le mois prochain, en ouverture de la conférence, il pourra vous projeter rapidement quelques images donc de l'éclipse d'il y a 15 jours aux États-Unis, de l'éclipse de soleil. Donc si on revient à la coronographie et la haute résolution angulaire dont nous a parlé Anthony, y a-t-il des questions, des remarques dans la salle pour Anthony ? Merci. J'ai une question qui est peut-être un peu bête, mais le monstre sphère, c'est un truc énorme d'après la photo. Excusez-moi, il tourne avec le télescope ? Non, il ne tourne pas avec le télescope, il est fixe sur la plateforme du télescope. Et donc l'image arrive directement dessus ? Alors oui, c'est ça. En fait, il y a un faisceau coudé sur ce télescope, qui est ce qu'on appelle le foyer Nasmyth. Voilà, je ne sais plus, tac. Voilà. Donc la lumière se réfléchit sur le miroir primaire, elle repart vers le miroir secondaire, elle repart vers un troisième miroir qui est M3, et là il est incliné de l'autre côté, donc il ne va pas vers sphère, ça c'est sûr. En fait, ce miroir il est incliné de ce côté et il envoie la lumière vers sphère. À l'intérieur de sphère, il y a un système qui est un dérotateur qui va permettre de corriger soit la variation du champ. En général, sur les télescopes, sur les instruments, on fixe le champ. C'est-à-dire, on veut avoir une image stable sur le détecteur. Avec sphère, on fait exactement le contraire. On fixe la pupille du télescope parce que c'est elle qui contient le maximum des aberrations optiques et c'est ça qu'on veut éliminer. Donc en stabilisant les défauts de la pupille et en laissant tourner le champ, on a une bien meilleure précision en termes de contraste. D'autres questions ? Oui. Merci. Si vous aviez cet instrument sphère sur les 4 VLT, est-ce qu'il pourrait fonctionner en interférométrie ? Non. Enfin, il faudrait que ça soit derrière, au foyer interférométrique. Alors l'interférométrie, malheureusement, ne fait pas d'imagerie. En fait, ce qu'on fait en interférométrie, c'est qu'on mesure ce qu'on appelle les visibilités. Bon, c'est une fonction particulière. On ne fait pas des images directes. Pour faire des images en interférométrie, c'est extrêmement compliqué, surtout en optique. On sait très bien le faire en radio, avec les grands interféromètres radio. On fait des images directes,
Mais en optique, on ne sait pas le faire. Donc, ça serait très compliqué de faire ça. Ce n'est pas impossible. Hein. Si vous demandez à mon directeur de thèse, il va vous dire on sait faire ça. Il n'y a pas de problème, il fait ça toute sa vie. Mais évidemment, il y a des projets pour faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas envisagé, en tout cas, pour l'instant. Il y a d'autres instruments sur l'interféromètre qui pourraient peut-être détecter des exoplanètes, mais pas en imagerie. Alors, on va monter là-haut. Merci. Que découvre-t-on? Plutôt des planètes telluriques ou des planètes gazeuses? Alors ça dépend en fait quelle technique on utilise. En imagerie, on détecte des planètes gazeuses. Parce que pour l'instant, on n'est pas capable de faire mieux. Mais plus tard, on sera peut-être meilleur. Et puis, on va faire des choses bien plus performantes. On va aller vers des planètes de plus faible masse. Après, si on regarde sur l'ensemble de toutes les techniques, c'est le satellite Kepler quasiment, enfin je ne sais plus, confirmera peut-être, mais qui a détecté le plus de planètes. Et on voit très bien que le pic de planètes, en fait, si on regarde l'histogramme des rayons ou des masses des planètes, c'est entre une fois le rayon terrestre et une fois le rayon de Neptune. Donc la majorité des objets découverts sont des petites planètes qui sont un peu plus grosses que Neptune, un peu plus grosses que la Terre, pardon, un peu plus petites que Neptune. C'est bien ça Alors, une autre question en haut. J'aurais quelques questions, c'est possible. Déjà, j'ai entendu parler d'un projet de Citizen Science autour de détection directe de planètes, ou qui sollicitait Monsieur Tout-le-Monde pour dire s'il y avait ou non une planète sur des images. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est de ça? Alors ça, c'est pas des techniques que je connais. Ça se fait surtout avec le satellite Kepler, par exemple, parce que c'est des données beaucoup plus, enfin pas plus simples, mais c'est des données en une dimension. C'est des valeurs temporelles et c'est disponible très rapidement. Il n'y a pas un très gros traitement très compliqué par derrière. Donc ça, c'est mis à la disposition du public. Et il y a un programme autour de ça, mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Ça doit être un peu du style SETI at Home, qui proposait, c'était un économiseur d'écran qui proposait de réduire des données de SETI de façon automatique. Alors, je ne sais pas si tu connais, toi, Guillaume, comment ça fonctionne, mais je sais que ça existe. Mais... Je peux en dire juste un petit mot. Pour Kepler, en fait, c'est parce qu'on cherche des signatures dans les courbes de lumière. Les courbes de lumière, c'est quand on regarde la lumière d'une étoile au fur et à mesure du temps. Est-ce que cette lumière va diminuer de temps en temps si quelque chose passe devant? Et donc les algorithmes qu'on utilise pour trouver des signaux, c'est surtout des signaux périodiques. Si la lumière baisse de manière périodique, la lumière de l'étoile, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'étoile, qui passe devant, avec une période bien définie. Et trouver des choses non périodiques, là c'est plus difficile de les trouver. Et donc c'est notamment pour ça qu'il a été proposé des systèmes participatifs comme ça, où n'importe qui peut regarder les courbes de lumière pour voir s'il n'y a pas des signaux intéressants qui seraient moins périodiques. Mais donc en détection directe, là je ne sais pas, et Anthony n'est pas trop au courant. En détection directe, ça n'existe pas parce que ça requiert quand même une connaissance sur les traitements d'images qui est assez complexe. Même les astronomes qui demandent du temps sur sphère ne sont pas toujours formés à la réduction des données sphères. Et ils font appel, on a mis en place en France un centre de données qui traite les données pour les observateurs. Donc même des astronomes en fait ne savent pas forcément traiter ces données-là. Ils font appel au centre de données pour traiter leurs données. Donc c'est pas simple du tout. Une autre question, non? Merci. Combien on connaissait de disques protoplanétaires? On en connaît quelques dizaines et ça augmente quand même assez vite grâce à ces instruments comme SPHERE et JPI. En fait, on connaît énormément d'étoiles qui ont des excès infrarouges. Donc les étoiles qui ont des excès infrarouges, ça veut dire qu'elles n'ont pas un spectre classique, mais quand on va très loin dans l'infrarouge, d'un coup, elles sont plus lumineuses. Et en fait, ce sursaut d'intensité dans l'infrarouge moyen, on parle de 100 microns, 50 ou 100 microns de longueur d'onde, est dû à la présence de poussière froide. Donc on sait qu'autour de centaines d'étoiles, il y a de la poussière froide. Et cette poussière froide, c'est des disques. Mais il n'y en a pas autant qui sont résolus en imagerie. Et en fait, avec SPHERE, on pourrait très bien se dire, on va prendre toutes les étoiles qui ont des excès infrarouges, on va toutes les observer et on va détecter plein de disques. Bon, mais après, il faut avoir du temps d'observation. Et ça, on ne l'a pas forcément. Par exemple, le programme DISC, en temps garanti, c'est uniquement 20 nuits d'observation sur 5 ans. Alors que le programme Planète, c'est 200 nuits. Donc il y a un facteur 10. Voilà. Donc on ne peut pas faire le même nombre de découvertes
Même si aujourd'hui, avec Sphere, on a détecté beaucoup plus de disques que de planètes. Il ne faut pas le dire, mais... Ok. Donc peut-être qu'avec les télescopes et satellites qu'on construit, on va pouvoir en observer plus des Ben, disques. le problème de faire des surveys, c'est d'avoir du temps de télescope. Et par exemple, un télescope comme le LT, qui fait 30 mètres, et tous les astronomes du monde vont vouloir l'utiliser, on ne va pas pouvoir obtenir des dizaines de nuits pour faire des surveys. Donc ça va être des télescopes qui vont cibler des objets bien précis où on sait ce qu'on cherche. Et on va demander peut-être une demi-heure d'observation. Dernière petite, après je laisse peut-être. Jusqu'à quelle distance du Soleil on détecte des exoplanètes en gros? Alors, tout dépend des techniques. Avec des techniques d'imagerie, c'est le plus près possible, donc quelques dizaines de parsecs. Et avec les techniques de micro-lentilles, où il y a les gens de l'IAP qui travaillent beaucoup sur ces techniques-là, justement, on peut aller à des kiloparsecs. Donc, on peut aller voir dans le centre de la galaxie et détecter des planètes. Et sinon, la plupart des planètes qu'ils ont connues, c'est dans le voisinage solaire. Donc, c'est en gros dans 50-100 parsecs, un volume de 50-100 parsecs autour du Soleil. Une autre question, remarque? Moi, j'en ai une en plus. Tu nous as parlé donc, de JPI, donc l'instrument nord-américain qui est un petit peu équivalent à Sphere, donc un instrument européen qui observe au Chili. Comment ça se passe entre les deux instruments, la concurrence, la collaboration? Vous observez les mêmes objets, vous vous arrangez pour un petit peu coordonner? Comment ça se passe? C'est toute une histoire. Rapidement. Mais pour l'instant, c'est plus de la compétition de la collaboration que de la collaboration. À terme, sûrement qu'il y aura une collaboration qui se mettra en place. Mais JPI, par exemple, va bientôt bouger. Ils vont déplacer l'instrument, ils vont le mettre sur Gemini Nord. Actuellement, il est sur Gemini Sud. Parce qu'il n'a pas été prévu pour rester plusieurs années sur Gemini. Mais c'est vrai qu'on observe quasiment les mêmes étoiles, au point qu'à un moment donné, on a été obligé de se dire qu'il fallait qu'on cache les archives qu'on obtenait, parce que simplement, l'équipe américaine savait exactement ce qu'on avait observé. Et qui le surveillait. Et inversement? Non, on n'a pas fait ça. mais on pourrait le faire. On n'a pas voulu le faire. Donc maintenant, tout est caché. D'accord. Merci. C'est un petit peu hors sujet, mais j'aurais bien aimé comprendre l'infériorité du projet japonais par rapport au vôtre. Alors, ce n'est pas une infériorité, c'est une stratégie différente. C'est-à-dire que ce n'est pas un instrument. Alors, il y a toutes sortes d'instruments en astronomie et sur les télescopes. Les télescopes de l'ESO ont pour vocation de fournir des instruments à la communauté. Donc, les gens qui fabriquent l'instrument, ils y passent 10 ans, 12 ans, ils fabriquent un instrument, ils le livrent à l'ESO, il n'est plus à eux. Il appartient à l'ESO. Et cet instrument doit servir à tous les astronomes. D'ailleurs, même les astronomes américains peuvent demander du temps sur le VLT. Le télescope japonais, c'est un peu différent. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Et l'instrument qui correspond à Sphere sur Subaru, en fait, c'est un instrument qui est plus un instrument de développement. Donc les gens s'amusent un petit peu à tester des techniques qui peuvent être plus performantes que celles de Sphere, mais ils n'ont pas 100 nuits d'observation. Donc ils ne peuvent pas faire les mêmes programmes. Donc la puissance de Sphere, ce n'est pas juste la technique, c'est aussi d'avoir 200 nuits d'observation. Donc ça, c'est fondamental, parce qu'on cherche quelques planètes parmi des centaines d'étoiles. Donc voilà, si on a une très bonne technique, mais pas de nuit d'observation, ça ne sert absolument à rien. Sauf, par exemple, pour observer des objets connus, comme on pourrait très bien observer Beta Pictoris avec le Subaru, et se dire, on va chercher une autre planète dans ce système. On sait qu'il y a déjà une planète, il y a des bonnes chances qu'il y en ait d'autres. Donc on peut essayer de chercher comme ça, de faire des objets ciblés, mais pas faire des grands relevés. Bon, ce n'est pas une infériorité, c'est juste une stratégie qui est différente. Une autre question ici? Sur James Webb, il y a 4 instruments. Ils vont fonctionner en parallèle, en même temps, c'est-à-dire? Non. Séparément? Séparément. Parce qu'ils sont dans des longueurs d'onde différentes. Alors, ils sont à des longueurs d'onde différentes, mais surtout, ils voient des portions du ciel différentes. Voilà, donc le plan focal du JWST, et je ne sais pas quelle taille il fait, il est très grand, et les instruments sont placés, ils sont fixes. Donc il faut pointer le télescope pour amener un objet sur un des instruments. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière à côté qui rentre dans l'autre instrument, mais il n'y a pas forcément ce qu'on veut. Voilà, et en tout cas, il n'y a pas la même étoile que dans un instrument donné. Donc on peut faire plusieurs observations, enfin des observations parallèles, mais c'est des programmes très spécifiques. 24 heures sur 24. Oui, c'est un peu l'avantage. Le JWST, il est prévu pour 5 ans.
et il y a tout ce qu'il faut pour qu'il tienne 10 ans. Mais 10 ans, c'est pas beaucoup quand on voit que le HST, il est encore en service et qu'il a été lancé en 92. Donc le JWST, il va pas durer beaucoup plus que 10 ans. Donc c'est quand même extrêmement court pour un projet qui coûte 10 milliards. C'est 1 milliard par an, quoi, le coût du projet. Une des dernières questions ? Bonsoir. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que le programme avait bénéficié de plus de 200 nuits d'observation garantie sur 5 ans, donc un temps d'observation très conséquent sur le VLT. Quelle est la grande ambition derrière ? Pourquoi est-ce que ce projet-là est aussi important dans la communauté astronomique aujourd'hui ? C'est un souhait du consortium qui a conçu cet instrument. On a dit, si on construit cet instrument, il nous faut beaucoup de nuits d'observation, sinon on ne trouvera rien du tout. Donc ça ne sert à rien de dépenser de l'argent à construire un instrument. Sphère, ça coûte... alors c'est un coût global, hein, mais ça coûte 8 millions d'euros. Donc c'est quand même conséquent. On ne va pas dépenser cet argent-là pour avoir 2 nuits d'observation par derrière. Donc il fallait, c'est un contrat qui a été passé avec l'observatoire pour avoir 200 nuits. Donc c'est contractuel, les 200 nuits sont contractuelles. Pourquoi on s'est dit qu'il faut ce temps-là ? Alors bon, on ne sait pas exactement combien de nuits il faut, mais on s'est dit, on avait une idée déjà du temps qu'on passait par étoile. Typiquement, c'est entre 1 heure et 2 heures sur une étoile. Donc dans une nuit de 8-10 heures, on n'en fait pas 50. Et donc on s'est dit, si on veut observer 600 étoiles, typiquement, c'est l'échantillon, il faut 200 nuits. Parce qu'en plus, il faut qu'on revienne sur certaines étoiles plusieurs fois. Donc voilà, c'était un truc qui a été dimensionné dès le début, et on a dit, on veut ce temps-là. Ça a été une négociation. Reste-t-il une ou deux questions ? Non ? Allez, une dernière peut-être ? Merci pour votre conférence. Une question peut-être de méta-astronomie. Quel est votre point de vue sur un seul oculaire avec un énorme instrument ou 10 moyens ? Pourquoi l'orientation se fait sur un ou quelques instruments énormes au détriment de plusieurs petits instruments pour diminuer un peu la pression sur chaque ? Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on veut faire. Il y a plein de petits instruments qui existent et qui découvrent des planètes. Les méthodes de transit en particulier, c'est des petits instruments et c'est même des trucs qui correspondent à des instruments d'amateurs. Ça peut être des télescopes de 30 cm. Et il y a des batteries en fait, de télescopes de 30 cm qui observent des transits. Donc ça, c'est des techniques qui sont faisables avec des petits télescopes. Ça, c'est une technique qui n'est pas faisable avec un petit télescope. C'est juste en fait, un niveau de seuil. À un moment donné, il faut une certaine technologie pour arriver à faire ce qu'on veut, quoi. Et en dessous, on n'y arrive pas. Et on a beau faire tout ce qu'on veut avec un télescope de 4 mètres, c'est pas possible de voir des systèmes planétaires. Déjà, avec un télescope de 8 mètres, c'est pas facile. On n'en connaît que quelques-unes des planètes en imagerie directe. Donc voilà, c'est juste un effet de seuil, en fait. Mais selon les techniques, il y a vraiment des petits télescopes. On peut prendre l'exemple de 51 Peg, qui est la première planète découverte. C'est avec le 193 cm à l'OHP. C'est un télescope qui date de 1950. C'est un vieux clou au sens optique. C'est une optique presque pas terrible, il me semble. Au niveau imagerie, on ne ferait pas une image avec le télescope 193. Ça serait horrible. Mais pour faire la technique des vitesses radiales, c'est parfait. Donc il faut adapter les besoins à la taille, la taille du télescope aux besoins. Je vous propose de nous arrêter là-dessus. Donc merci encore, Anthony. Merci Bonne soirée. beaucoup.